calmer. Qui celui qui fait tout un plaidoyer sur la constitutionnalité. C'est sa position. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après son discours de fin d'année 2024, les spéculations vont bon train sur une possible candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. À bientôt 92 ans, beaucoup pensent qu'il est temps pour lui de se retirer et de profiter d'une retraite bien méritée au village. Espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Récemment, les évêques de l'Église catholique ont rejoint les rangs de l'opposition, dénonçant la candidature de Biya à la prochaine élection présidentielle. Leur voix résonne avec celle de nombreux Camerounais qui estiment que son âge avancé devrait être un facteur décisif pour son retrait. Cependant, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti de Biya, ne l'entend pas de cette oreille. Armés d'arguments juridiques, ils défendent bec et ongle la candidature de leur leader. Selon eux, Paul Biya, en tant que chef de parti, est le candidat naturel du parti et la constitution du Cameroun n'impose aucune limite d'âge pour les candidats à la présidence. Mais au-delà des débats juridiques, une autre voix s'élève. Elin Bilob, un homme politique camerounais, affirme que le véritable débat ne se situe pas au niveau des lois. Sur un plateau de télévision, il expose ses arguments non juridiques contre la candidature de Paul Biya, invitant les téléspectateurs à réfléchir au-delà des textes législatifs. Alors que le pays se prépare pour les élections, les opinions divergent et les discussions s'intensifient. Suivez cette analyse captivante et partagez vos pensées en commentaire. Bilobé, on a l'impression que les mois à venir vont particulièrement être bruyants au niveau des prises de position. Certains artistes ont commencé à émettre des opinions qui ne sont pas toujours dans le sens de soutenir le pouvoir en place. Nous voyons maintenant certains évêques de l'Église catholique romaine qui étaient pourtant très proches du pouvoir en place, qui émettent également des opinions qui n'arrangent pas le système. Est-ce qu'il faut dire que prochainement, ce seront également d'autres corps de métier qui pourraient monter au créneau, toujours pour dire non au président Paul Biya? Rappelez-moi si j'oublie. Votre question est éminemment pertinente et c'est pour elle que j'ai fait le déplacement. Merci. Je n'ai pas fait le déplacement pour écouter des gens qui enfoncent des portes ouvertes pour nous rappeler que l'Église n'a pas parlé, tout le monde le sait. Monseigneur Cléda a parlé, il n'a pas dit que c'était l'Église. Il a donné son point de vue. Il parlait à son nom, oui. J'ai gardé à notre peuple ce petit morceau choisi qui sort dans 1er Jean chapitre 1, chapitre 4, verset 1. Je pense que le président de la République pourrait aussi s'en inspirer. Jean dit, bien-aimé, ne croyez pas toute parole inspirée. Ne croyez pas toute parole inspirée. Mais éprouvez les paroles inspirées pour voir si elles viennent de Dieu. C'est-à-dire si elles sont bien sensées. Et l'apôtre dit, parce que des faux prophètes sont sortis dans le monde qui gâtent vos émissions. Ah bon? Qui amènent les gens dans des combats qui n'existent pas.
Paul Biya doit se présenter, c'est légal, la constitution, Femme Ndongo sort, il fait tout un plaidoyer sur la constitutionnalité. C'est sa position. Je n'ai pas dit que c'est sa position, sa position. Je dis simplement qu'elle est fausse. Elle est inutile. Lui aussi pense tout comme ce communiqué est inutile. Parce que personne ne débat sur la constitutionnalité de la candidature du président. Vous avez entendu qui débattre de ça? Personne. Vous avez entendu qui débattre de la légalité? La légalité d'une candidature, c'est 35 ans au moins, résider au Cameroun pendant terminé. Il n'y a pas beaucoup de choses. Terminé, c'est ça la légalité. De ces droits civiques, nous sommes d'accord. Mais au Cameroun, la constitution, le code électoral permettent même à un fou d'être candidat. Ah bon? Bien sûr. Il n'y a pas un dossier mental. Il n'y a pas dans le dossier de candidature un certificat médical, un rapport sur la santé mentale, sur la santé physique, sur les aptitudes intellectuelles. Ça ne veut pas dire qu'on peut aussi admettre un fou. Cela veut donc dire que le constituant et le législateur ont laissé la latitude au peuple d'apprécier au-delà des critères de légalité d'autres critères. Le bon sens. C'est ça le bon sens. C'est le peuple qui choisit les S'il vous plaît, moi j'ai écouté tout le monde. Je souhaite aussi qu'on m'écoute pendant au moins 10 minutes. Il va rester 2 minutes. Il a dit que pendant 10 minutes, il nous a dit. C'est pour la beauté de l'émission. Ce qu'il dit est très intéressant. Au-delà de la légalité, qui n'a posé problème à personne, mais dans laquelle un certain nombre d'IREAC du RDPC et du régime essaient d'embarquer les gens dans le but de distraire, de divertir, d'amener les gens dans de fausses pistes. Le débat, c'est le bon sens. Est-ce que c'est bien sensé que toi qui es mon grand-père, que le président qui est le grand-père de certains que je vois sur la télévision, il est mon père. Mon père est né en 24. Le président est né en 33. Ma mère même qui m'a accouché est née en 34. Donc le président est mon père. Il est le grand-père de certains que je vois sur les plateaux. Moi, il est mon grand-père. Le président a commencé à construire les routes, à s'occuper de nous. Il avait 40 heures. Il est devenu premier ministre à quel âge? Il est devenu premier ministre en 75. En 75, il avait 42 ans. 42 ans, oui. Le président s'occupait déjà de nous. De nos soucis. Des écoles là où toi tu as fréquenté, c'est le président qui a veillé à ce que ces écoles soient construites. Le président a 92 ans. Les gens qui ont travaillé avec lui 40 ans durant, ils ne sont pas capables de dire au président, nous allons continuer ton travail. Ils nous montrent publiquement qu'ils n'ont rien appris de lui. Ils nous montrent publiquement qu'ils ne sont pas capables de poursuivre l'œuvre du président. Au point qu'ils lui demandent de rester là, éventuellement de mourir de travail. Ça, ce n'est pas conforme à nos valeurs. C'est ça. Dans nos valeurs sociétales, ceux qui nous ont précédés nous préparent à les remplacer. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'âge du patriarcat, ils commencent à nous céder des portions de leur pouvoir. Ils permettent et laissent qu'on s'occupe d'eux jusqu'à leur dernier jour. C'est l'inverse qui est en train de se produire. Et ce sont un petit groupuscule de flagonneurs à qui j'ai gardé cet autre morceau choisi. Et c'est le roi Salomon qui parle. Mais là, il parle au président Biya. Il dit, dans Proverbe chapitre 26, verset 28, la langue fausse, est-ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Quand j'entends des gens dire que, oh, nous demandons le bon sens, parce que l'opposition est faible. Vous êtes faible. Eh bien, Ben Ali était le premier ministre de Bourguiba. Pourquoi a-t-il fait un coup d'État alors qu'il pouvait aller aux élections contre Bourguiba? Parce que le système ne permettait pas que tous ceux qui pouvaient se présenter contre Bourguiba aient la latitude, la sécurité et la certitude que le jeu électoral est normal. À quoi ça a donné?
ça a donné un coup d'État. Par tous les régimes totalitaires que j'ai cités ici, qui ont fini dans des coups d'État, c'est précisément parce que il n'était pas question de compétition. Il n'était donc pas question de faiblesse de certains compétiteurs. Il était question de système qui ne permet à personne de s'exprimer. Et le souci des évêques, de quelques évêques. Je suis venu ici aujourd'hui pour leur dire, n'ayez peur de rien. Vous êtes des consciences morales. Et parce que vous êtes des consciences morales, vous avez le devoir impérieux de veiller à ce que ce qui se passe dans la société reste conforme à l'ordre moral. Je n'invite pas que les évêques à prendre la parole. Je te félicite. Parce que quand je regarde la réaction qu'on a, parce que quelques évêques seulement ont parlé, les gens oublient que c'est tous les jours que toi tu prends le risque de faire en sorte que les gens réfléchissent. Et que ce métier que tu fais, personne n'est si autant d'accord que toi. Les gens ne sont pas si d'accord. Ils auraient souhaité que tu organises des émissions où on vient pinailler sur du vide. Aujourd'hui, tu demandes quelle est la solution. Et Baïbek répond qu'il faut amener les gens à bousculer. Tu crois que quand c'est dit sur ton plateau, les gens sont d'accord de l'autre côté? Nous avons fait évoluer la conscience. Et nous devons continuer à la faire évoluer. Que cela plaise ou non à ceux qui peuvent être bousculés par le système. J'invite les artistes à prendre la parole. Vous êtes des élites. J'invite les universitaires à prendre la parole. Je félicite Abel Yonou. Je félicite Babi Sakana. Je demande que les autres enfants du pays ne laissent pas que le pays aille à la dérive. Merci Elimbi Lobé. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de commenter et le partager.